Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 6, Code Save the Queen. Un héros de la Deuxième Guerre mondiale, l'agent spécial 40 TW 194, mort pour sa patrie le jour du débarquement de Normandie où peu de temps après a été découvert dans une cheminée. Et non, ce n'était pas le Père Noël. La découverte très bizarre mais aussi très touchante a été faite au comté de Surrey au sud de l'Angleterre. Et le héros en question n'était pas vraiment un être humain mais plutôt un pigeon, plus précisément un pigeon espion. Un pigeon qui a survécu à une mission digne de James Bond à des milliers de kilomètres de chez lui et après avoir complété sa mission avec succès, le pauvre pigeon a traversé la Manche, s'est perché sur une cheminée pour se reposer et est malheureusement décédé, soit en raison des fumées sortant de la cheminée ou bien seulement de fatigue. Quelle que soit la raison, le pauvre pigeon est tombé raide mort dans le conduit de la cheminée, restant ainsi dans l'oubli pour près de 70 ans. Le propriétaire actuel de la maison, un certain David Martin, a découvert le héros inattendu dans sa cheminée quand il a décidé de la rénover. En réalité, il ne restait pas grand-chose du pauvre pigeon, seulement quelques os minuscules. Mais sur l'un de ces os était attachée une surprise d'une valeur historique inestimable. Il s'agissait d'une petite capsule rouge dans laquelle se trouvait un message codé. David et sa femme Anne ont ouvert la capsule et y ont découvert une petite note rédigée sur du papier à rouler, mais tout simplement impossible de la déchiffrer parce que son message est codé. Pendant le débarquement, Winston Churchill avait instauré un blackout sur toutes les communications radio. Les troupes disposaient de pigeons voyageurs pour informer le commandement britannique de la progression des opérations. Et durant la Seconde Guerre mondiale, le National Pigeon Service comptait quelques 250 000 volatiles et justement, la maison où ont été découverts les restes de l'agent très spécial se trouve entre les plages de Normandie et deux lieux stratégiques. Le QG du Field Marshal Bernard Law Montgomery, qui dirigeait justement les opérations du débarquement à Regat, et le manoir de Bletchley Park, où mathématiciens, linguistes, électriciens ont réussi à décrypter le code de la célèbre machine allemande Enigma grâce au mathématicien de génie Alan Turing. Aujourd'hui transformée en musée, la bâtisse abrite notamment une exposition sur l'utilisation des pigeons en temps de guerre. Nous avons plus de 30 messages datant de la Seconde Guerre mondiale dans notre exposition, souligne le curateur Colin Hill. Mais aucun de ces messages n'est codé. Le message doit être top secret. La bague en aluminium trouvée sur la patte du pigeon nous apprend qu'il est né en 1940 grâce à son numéro d'identification. Et la capsule rouge qui contenait le papier indique qu'il appartenait aux forces alliées. C'est tout ce que nous savons. Et les services de renseignement de Sa Majesté tentent toujours de le déchiffrer, mais sans succès. Ou bien, le contenu du message a bel et bien été déchiffré, mais son contenu est trop sensible pour être divulgué. Qui sait? Numéro 5. L'aigle nazi. Cet aigle surplombant une croix gammée a bien failli causer une crise diplomatique entre l'Uruguay et l'Allemagne. Cette découverte très controversée a été retrouvée au fond des eaux au large de l'Uruguay. Mais quelques semaines seulement après la découverte de cet artefact témoin du conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'homme, l'objet est devenu très embarrassant pour le pays qui a donné l'ordre formel de le revendre afin d'éviter une crise diplomatique. L'aigle trônait autrefois sur la poupe du Graf Spee. Un navire de guerre allemand s'abordait en 1939 au tout début de la Deuxième Guerre mondiale au large de Montevideo. Et son épave a été justement retrouvée en 2006 par une équipe privée engagée par le gouvernement uruguayen. Le navire était déjà en lambeaux et désossé en grande partie par des pilleurs. Par contre, l'emblème du navire qui était l'aigle de 400 kg, lui, était intact. Mais après une brève exposition à Montevideo, l'aigle sera remisé en raison des grandes polémiques qu'il a causées. Tout d'abord, l'équipe responsable de la découverte voulait le vendre car ils ont reçu des offres très alléchantes allant jusqu'à 10 millions de dollars. S'en est suivi un procès dans les tribunaux et la justice uruguayenne a finalement décidé que le gouvernement devait mettre l'écusson aux enchères et que le produit de la vente devait revenir aux investisseurs qui ont financé l'équipe qui l'a récupéré. C'est là que des voix internes commencent à s'élever et le gouvernement allemand lui-même communique son souhait que l'aigle ne soit pas vendu à des particuliers, à la fois par peur qu'il tombe entre de mauvaises mains néo-nazis, mais aussi pour qu'il soit exposé dans un musée, de préférence en Uruguay.
en souvenir de l'historique bataille du Rio de la Plata. Le navire revêt d'ailleurs une importance historique très importante. C'est lui qui a livré en décembre 1939 la première bataille navale de la Seconde Guerre mondiale entre des cuirassés de la flotte du Troisième Reich et la Royal Navy. C'est même d'ailleurs la seule action militaire qui ait concerné l'Amérique du Sud pendant le conflit mondial. Et après une violente bataille contre les croiseurs britanniques, le Graf Spee s'est vu refuser un séjour prolongé dans le port de Montevideo pour des réparations par le gouvernement de l'Uruguay, pays neutre. Le Graf Spee a alors quitté Montevideo pour échapper à un blocus britannique, s'est sabordé à quelques kilomètres de la côte après évacuation de son équipage. Son commandant s'est d'ailleurs suicidé 3 jours plus tard. Numéro 4. Les forces de l'Axe. Des côtes froides de la Normandie aux valeureuses îles du Pacifique Sud, les Alliés et les forces de l'Axe se sont battus pour 6 interminables années. Mais si tout le monde connaît les noms des deux alliances, peu de gens en connaissent l'origine, surtout quand il s'agit des forces de l'Axe. L'appellation a été pour la première fois mentionnée publiquement par le dictateur fasciste italien Benito Mussolini. Le 1er novembre 1936, Mussolini prononce un discours sur la place de la cathédrale de Milan où il évoque pour la première fois l'existence d'un axe entre Rome et Berlin. Cet axe s'étend rapidement à un troisième pays, le Japon, avec la signature du pacte anti-Comintern le 27 novembre 1936. Mussolini avait déclaré en s'adressant à la foule « Cette verticale Berlin-Rome n'est pas un diaphragme, c'est plutôt un axe autour duquel peuvent s'unir tous les États européens animés d'une volonté de collaboration et de paix. » Quel visionnaire ce Mussolini! Néanmoins, le premier dirigeant politique à avoir mentionné le terme loin des feux des caméras était le premier ministre fasciste hongrois Gyula Gambos, qui espérait pouvoir créer une alliance entre sa propre nation, l'Allemagne et l'Italie dans les années 30. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, l'homme est mort moins d'1 mois avant que le pacte Rome-Berlin ne soit annoncé. Et alors que l'Italie et l'Allemagne étendaient le réseau d'alliances politiques, le Japon signe l'acte tripartite qui forme à présent l'axe Rome-Berlin-Tokyo en septembre 40. Et à ce moment précis dans le conflit, les citoyens des pays de l'axe, leurs gouvernements et leurs médias faisaient référence à eux-mêmes comme les forces de l'axe depuis des années, et ce, même dans les documents officiels. Et en 1943, les Allemands lancent l'opération Axe, un stratagème allemand afin de désarmer les forces armées italiennes en prévision de l'armistice qu'ils s'apprêtaient à signer avec les Alliés le 3 septembre. Mais les Alliés aussi faisaient référence à l'alliance fasciste en l'appelant l'Axe ou les forces de l'Axe, particulièrement aux États-Unis où les médias et le président Franklin Roosevelt utilisaient le mot pour faire référence à une seule et maléfique entité, à la fois pour terrifier et galvaniser le reste du monde. Numéro 3. L'Espagne et l'Axe. Même si le général Francisco Franco, le dirigeant qui a émergé de la guerre civile espagnole dans les années 30, avait des convictions qui s'alignaient indéniablement avec le fascisme, il a tout de même toujours refusé d'endosser l'idéologie. Et malgré les pressions, l'Espagne a toujours réussi à garder plus ou moins sa neutralité durant toute la durée du conflit. Mais ce, tout en aidant d'une façon ou d'une autre les forces de l'Axe dans le contexte de la crise économique et sociale qui frappait le pays à ce moment-là. Une rencontre sera même organisée entre Francisco Franco et Hitler dans le cadre de l'entrevue d'Hendaye, mais un terrain d'entente ne sera jamais trouvé entre les deux parties. Pour Hitler, les demandes de Franco de prendre possession de Gibraltar et de plusieurs autres territoires de l'empire colonial français étaient excessives, surtout pour le peu de concessions consenties par l'Espagne. Mais au cours de l'année 1940, Franco s'est vite rendu compte que les Alliés ne faisaient que gagner en confiance et en puissance. Mais malgré tout cela, la presse espagnole est restée majoritairement pro-allemande durant toute la durée du conflit. Mais la plus grande contribution de l'Espagne dans le plus grand conflit de l'histoire de l'homme s'est faite par le biais des volontaires, qui étaient majoritairement d'anciens vétérans ayant participé à la guerre civile espagnole et formant la désormais célèbre Division Bleue ou Division Azul. Au total, près de 45 000 Espagnols allaient se battre aux côtés de l'Allemagne nazie, surtout sur le front de l'Est contre l'Union soviétique. Mais plusieurs Espagnols ont aussi combattu aux côtés des Alliés, surtout ceux qui s'opposaient aux alliances de Franco, et plusieurs d'entre eux ont étoffé les rangs de la Légion étrangère française durant le conflit. L'Espagne permettait aussi aux Allemands de se ravitailler et de réparer leurs sous-marins U-boat.
Mais Franco s'est balancé durant tout le conflit sur la ligne très fine de la neutralité, penchant bien des fois du côté des nazis, mais tout en essayant de garder un semblant de paix avec les Alliés. Des Alliés qui mettaient tout en œuvre pour s'assurer que l'Espagne ne rejoigne pas les forces de l'Axe en usant de blocus et de pressions économiques. Mais suite à la fin du conflit, la priorité des Occidentaux était très vite devenue la lutte contre la pensée communiste qui se propageait dans tout le bloc de l'Est. Les gouvernements de la précédente alliance alliée décident alors de ne pas trop s'attarder sur la précédente connivence de Franco avec l'Allemagne nazie. Franco restera au pouvoir près de 30 ans après la fin du conflit, devenant ainsi le dernier survivant de la race éteinte des tristement célèbres dictateurs du début du XXe siècle. Numéro 2. Pourquoi Staline n'a rien vu venir. Même si leurs idéologies étaient aux antipodes l'une de l'autre, les soviétiques et les allemands ont signé un pacte de non-agression en 1939. Et après s'être assuré que l'URSS n'allait pas intervenir suite à une invasion de la Pologne, Adolf Hitler lance la Deuxième Guerre mondiale quelques jours plus tard. Et alors que la guerre battait son plein, plusieurs invasions se sont succédées alors que les deux nations se partageaient l'Europe orientale en zone d'intérêt soviétique et allemande. Les soviets ont même à un certain moment considéré d'entrer en négociation afin de devenir la quatrième force de l'Axe. Mais en 1941, les nazis lancent l'opération Barbarossa, nom de code désignant l'invasion par le Troisième Reich de l'Union soviétique et le début du front de l'Est qui allait devenir le plus grand théâtre d'opération de la Seconde Guerre mondiale. Mais bizarrement, le célèbrement paranoïaque Joseph Staline n'a rien vu venir, et ce, malgré les nombreux avertissements qu'il a commencé à recevoir quelques mois à peine après la signature du pacte de non-agression. Il a ignoré tous les messages d'alerte, parmi lesquels ceux venant du président américain Franklin Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill, qui tous deux étaient convaincus qu'Hitler allait se retourner tôt ou tard contre les soviets. Staline a même ignoré ses propres espions et informateurs, et même plusieurs violations de l'espace aérien soviétique par des avions allemands. Le dictateur soviétique était convaincu que les Allemands n'allaient pas se battre sur deux fronts distincts, chose qui a d'ailleurs causé leur perte durant la Première Guerre mondiale. Staline ne croit à l'imminence de l'attaque allemande que le 21 juin 1941, après qu'un cinquième déserteur allemand n'informe les forces soviétiques de l'attaque. D'ailleurs, l'ouverture du feu a eu lieu pendant son interrogatoire, mais il était déjà trop tard. Le jour suivant, Hitler frappe à l'aube, bombardant plusieurs cibles stratégiques entre la mer Baltique et la mer Noire, prenant par surprise les forces soviétiques qui n'étaient pas préparées. Et en moins d'un mois, les forces nazies s'avance sur près de 600 km dans les territoires soviétiques, éliminant et capturant des milliers de soldats de l'armée rouge ainsi que d'innombrables civils. Et après des pertes colossales pour l'armée rouge, les fantassins soviétiques plantent finalement leur drapeau au sommet du Reichstag au terme de la bataille de Berlin en mai 1945. Numéro 1. La base toxique. Au Groenland, il existe une base abandonnée datant de la Deuxième Guerre mondiale et qui sert non seulement comme souvenir sinistre de la guerre, mais qui aussi continue de libérer des déchets toxiques dans la nature. La base, installée sur l'île reculée de Ikatek, a vu le jour en 1941 grâce à un accord entre le gouvernement américain et le Danemark. La base a été appelée Bluey East 2 et c'est un petit détail de l'accord qui aura des conséquences désastreuses par la suite. Selon l'accord, les Américains étaient dédouanés de toute responsabilité de nettoyer après leur départ. Et c'est vrai qu'en plein milieu d'une guerre, c'est le dernier des soucis. Mais en 1947, les Américains ont tout simplement abandonné la base, laissant derrière eux des milliers de barils remplis de liquides d'avions toxiques et de véhicules en abandon, des bâtiments truffés d'amiante et bien sûr des chargements entiers d'explosifs qui sont toujours actifs. Et la situation devient d'autant plus urgente quand on sait que cette base n'est qu'une seule parmi la trentaine de bases bâties par les États-Unis au Groenland durant la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide. Et quasi toutes sont dans la même situation, abandonnées et truffées de matériel dangereux et de déchets toxiques libérés petit à petit dans la nature. Et cette situation est d'autant plus injuste pour les populations du Groenland qui n'ont pas vraiment eu leur mot à dire, puisque techniquement, au moment de la construction des bases, ils étaient sous la domination du Danemark qui a signé les différents accords avec les États-Unis. Mais suite à leur obtention de l'autonomie territoriale en 1979, ils ont aussi hérité des déchets laissés
placé là par les Américains avec l'accord des Danois. Et au vu de l'importance des ressources naturelles pour la population du Groenland, une pétition pour décontaminer les lieux a enfin pu atteindre le Parlement danois, qui a alloué 25 millions de dollars pour commencer le nettoyage. Le Groenland a aussi demandé l'aide des États-Unis pour décontaminer leur célèbre base souterraine Camp Century, qui elle aussi est truffée de déchets toxiques. Et découvre ces savoirs anciens très mystérieux qui sont trop en avance sur leur temps en cliquant sur cette vidéo.